Bonjour à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur la chaîne du Figaro TV. Notre dossier du jour est consacré à la place de la voiture à Paris et en Ile-de-France. Une place qui semble s'effacer au profit des pistes cyclables et qui soulève des questions pratiques, sécuritaires et écologiques. On en parle dans un instant. En culture, on s'intéresse aujourd'hui à une alliance exceptionnelle, le cirque d'hiver Bouglione et les sapeurs-pompiers de Paris qui s'unissent pour un spectacle unique et magique. Et enfin, un peu d'histoire, on parlera de Jacques-Louis David, peintre révolutionnaire, engagé et témoin actif de son époque, qui a survécu à de nombreux régimes. Mais comment? On en parle en fin d'émission. La voiture à Paris, un sujet qui enflamme toutes les passions. Pour en parler en plateau avec nous, Yves Cara, vous êtes porte-parole mobilité Club France, Benjamin Koch, journaliste spécialiste de l'automobile, et Sylvain Reisser, vous êtes également journaliste spécialisé dans l'automobile pour le Figaro. Merci beaucoup d'être avec nous. Ma première question, elle est générale, mais elle va permettre un peu de poser le contexte. Quelle est la place de la voiture à Paris actuellement? On s'énerve tout de suite ou on attend un peu? Vous voyez, on va y aller crescendo. La place de la voiture. Je veux dire, la place de la voiture, quand elle roule et qu'elle peut rouler, c'est déjà une chose. La place de la voiture, quand elle veut se garer, ça, c'est un vrai problème qui est un scandale depuis quelques mois, voire quelques années. Donc, cette place-là, il faut vraiment remédier à ce tarif insupportable de stationnement. Au Moyen-Âge... il n'y avait pas encore de voiture. Il n'y avait pas encore de voiture, mais il y avait les lépreux. Les lépreux se trimbalaient avec des crécelles et pour prévenir de leur présence. Et aujourd'hui, la place de la voiture à Paris, c'est celle des lépreux avec leurs crécelles. Ah oui. On est considéré, quand on est automobiliste à Paris, comme un lépreux. Et n'ayons pas peur de le dire, tout est fait par la mairie de Paris et par les écologistes, en particulier qui font une pression sur Anne Hidalgo, qui est même assez effrayante, parce que on ne sait pas par quoi il les tient, mais on pourrait penser qu'ils exercent une forme de chantage sur des gens modérés, voire même des gens qui ne sont pas hostiles à l'automobile. Je ne pense pas que le Parti communiste français ait jamais été hostile à l'automobile, mais à Paris, tous les élus qui sont de gauche, parce que c'est la majorité qui est là, se retrouvent hostiles à l'automobile sous la pression de David Béliard, moi qui m'a dit un jour dans un autre débat, de toute façon j'en veux plus des voitures à Paris, et qui ne se cache pas de se comporter comme même pas un flibustier, mais comme un voyou vis-à-vis de l'automobiliste. Et lui considère l'automobiliste peut-être comme des voyous. Finalement. Non, pire que ça, il la considère au mieux comme une vache à lait, au pire comme un fléau. Et alors que je me souviens, moi, d'un débat que j'avais fait dans une émission de télévision sur une autre chaîne que la vôtre, où je discutais avec une députée qui n'était pas encore députée à ce moment-là, qui était écologiste. On était sur une chaîne qui est à Boulogne-Billancourt. Et j'étais venu en vélo, moi, en Vélib, et je m'étais très heureux de venir à Vélib. Et je lui dis, mais madame, vous êtes venue comment? Ah, je suis venu en taxi parce que j'habite loin. Voilà. C'est un bon résumé. Je finis mon tour de table. Quel est le problème des voitures à Paris? L'état des voitures à Paris? Quand on regarde au niveau mondial, la place de la voiture diminue dans toutes les grandes capitales du monde, mais Paris, c'est la seule ville au monde où on veut carrément plus de voitures. C'est-à-dire que à Shanghai, vous allez à Shanghai, il y a beaucoup de voitures qui roulent, beaucoup de voitures électriques. La ville est très silencieuse, mais à Paris, on veut même plus de voitures électriques. Parce qu'en fait, on a réduit les voies de circulation, on a réduit les places de stationnement en surface. Il y a des embouteillages énormes, donc que vous soyez en voiture thermique ou électrique, finalement, ça ne change pas le fond du problème. Donc on ne veut plus du tout de voiture. Et un jour, j'avais discuté avec des députés qui me disaient, le problème, ce n'est pas la voiture thermique ou voiture électrique, c'est la voiture, c'est l'objet en lui-même, l'enveloppe, on ne veut plus l'avoir. Donc en fait, une fois qu'on sait ça, on est assez fixé sur leurs intentions. C'est vrai que c'est assez unique, même dans le monde. J'ai passé 15 jours début août et en voiture au Danemark et en Suède. Voilà, d'abord, il n'y a pas autant de voitures électriques qu'on le dit. En ville, c'est 1 sur 10, hein, c'est pas, voire 2 sur 10, mais pas plus. Mais surtout, tout le monde a sa place. La voiture, alors ils ont des avenues très grandes, c'est pas la même densité, on est d'accord. Mais les voitures, les vélos, il y a très peu de trottinettes, les cyclistes, les piétons, ça se passe très bien, mais ils ne sont pas contre la voiture, ils sont pour tous les moyens. Et puis je peux vous dire que les vélos, ils ne passent pas au rouge là-bas, hein. Ils suivent bien tout ce qu'il faut. Donc il faudrait prendre cet exemple. Oui, je crois que des villes comme Lyon et Paris, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de solution de remplacement autre que des pistes cyclables, mais c'est pas moins de voitures et mieux de voitures, comme on le disait, c'est plus de voitures du tout, c'est pas du tout réaliste. Alors on a soulevé beaucoup de problèmes, on va revenir déjà premièrement aux lois qui ont été initiées, par exemple aux ZFE, ça avait fait scandale. C'était quoi le but initial des ZFE? Faire du mal aux pauvres.
Concrètement, qu'est-ce qui était promu dans la loi? Le parc automobile, aujourd'hui, a 12 ans. En 5 ans, il a vieilli de 3 ans à peu près. Mais les écologistes, vraiment les plus hardcore, ont mis la pression sur les macronistes pour faire voter cette loi qui excluait les voitures de critères 1, hors critère 1 et critère vert de Paris. Et rapidement, en 2025... Critère 2, il devait y avoir plus de critère 2. Il ne devait plus y avoir de critère 2. On en était là. Ne plus avoir de critère 2. On peut rappeler cette histoire des critères. Critère 2, c'est un truc qui a été inventé par Ségolène Royal dans son génie. C'est-à-dire en fonction... À la suite du Dieselgate. À la suite du Dieselgate, de ce qu'on appelait le Dieselgate, qui était aussi une fumisterie. Mais Et c'était en fonction des dates d'immatriculation des voitures et des taux d'émission de CO2, mais principalement à la date des voitures. Ce qui fait qu'on arrivait à quelques incongruités assez marrantes, du style, vous avez une Renault Twingo de 95, qui est une voiture qui est polluante, mais qui doit émettre à peu près 150 grammes de CO2, vous étiez hors critère, vous étiez même pas critère 4, vous étiez critère marron, vraiment tout ce qu'on peut imaginer quand on véhicule cette couleur. Et vous achetiez une Lamborghini dernière génération, une Aventador ou Veneno à pas grand-chose, 450 000 €, qui doit faire à peu près 600 chevaux ou 700 ou 800 chevaux, vous étiez critère 1. C'est une absurdité totalement administrative. Il y a des artifices qui avaient été créés pour exclure les voitures diesel à la suite du Dieselgate, alors qu'on sait tous que les voitures diesel, c'est les mieux disantes en matière de CO2. En termes de CO2. Vous pouvez avoir des critères 1, mais ça a été interdit, c'est minimum critère 2. Les hybrides rechargeables diesel arrivaient à avoir un décroché à critère 1. Ah ouais, quand même. Mais les ZFE, nous, à Mobilité Club France, le premier agenda qui était justement plus de critères 2, enfin que des critères 1 à Lyon, Paris et dans toutes les grandes villes, dès le début, on a dit que c'était pas possible. C'était pas possible ou c'était pas utile? Non, alors, bonne question. C'était pas possible. Non, vraiment. Bravo, Marie. C'était pas utile c'était pas utile et pas possible. On n'allait pas remplacer toutes les voitures pour des critères 1, on n'allait pas les changer. Donc, et d'ailleurs, tous les élus locaux de l'époque disaient aussi ça. Ils disaient que c'était pas possible, ils n'allaient pas demander à leurs administrés de changer leur voiture. Donc voilà, c'était morné dès le départ. Il fallait un agenda qui soit différent. Et maintenant, on peut dire qu'on n'en parle plus. D'ailleurs, quand vous discutez avec beaucoup de personnes, ils savent même pas ce que c'est, les ZFE, les critères. C'est pour ça que je pose la question. C'est assez incroyable. Il y a une personne sur deux, même des gens qui travaillent, qui sont en Ile-de-France, d'abord qui n'ont pas de critères, qui ne savent même pas ce que c'est, où on en est où. Enfin, ça a été un truc, une usine à gaz qui n'a jamais fonctionné, qui ne pouvait pas fonctionner sur l'agenda de départ. Disons qu'on évite d'en parler aujourd'hui parce que c'était une machine à exclure. Justement, un article de l'Assemblée nationale a voté la suppression. Notamment les artisans qui ont besoin quand même de venir dans Paris pour effectuer des travaux. Ils ont des camionnettes qui ne rentraient plus dans les critères et donc ils ne pouvaient plus venir. Donc on s'est rendu compte que c'était une bombe à retardement et qu'on allait exclure près de 50% des gens qui circulent. Oui, en fait, à l'Assemblée nationale, on a entendu le terme de ségrégation sociale. J'ai l'impression que vous êtes plutôt d'accord avec ce terme. Avec Alexandre Jardin. Totalement. Si vous regardez, les écologistes et M. Béliard, qui a répondu à tout, a tendance à dire prenez le métro, il faut prendre les transports en commun, sans soucier de la délinquance ou des transports en commun, même de l'existence même des transports en commun. Même quand vous êtes artisan, c'est quand même compliqué avec votre matériel. Si vous êtes plombier, vous arrivez avec votre lampe acétylène. Surtout qu'en plus, quand on a une plante dans le métro, on se prend une amende. Mais même, j'avais discuté, pareil, dans une autre conversation, je lui dis, mais écoutez, mais vous faites quoi pour les femmes de ménage des hôtels, le personnel de ménage des hôtels des palaces parisiens qui embauchent à 4 ou 5 heures du matin, qui bossent, les gens qui viennent bosser, qui n'ont pas de transport en commun. Mais il y a des solutions. Sauf que pour stationner, ils font comment? Pour venir dans Paris, ils font comment? Oui, mais ils peuvent venir avec les... Parce que la blague de la ZFE, c'est qu'ils peuvent venir. Je fais, mais ils stationnent comment quand ils ont des vieilles voitures? La vieille voiture, elle a un stationnement majoré, parce que comme généralement, elle n'est pas sur une plaque d'immatriculation système CIV ou qui n'a pas été mis à jour, il n'y a pas toutes les informations techniques de la voiture. Donc la voiture passe automatiquement comme un très gros SUV. Si vous avez une Twingo de 95, vous payez comme si vous avez un Range Rover. Oui, en fait, pour des motifs écologiques, on empêche les vieilles voitures, alors que peut-être garder sa voiture plus longtemps... La voiture qui pollue moins, c'est celle qu'on ne produit pas. Circuler déjà, il faut savoir que, on parle toujours un peu des mêmes intervenants qu'on a beaucoup rencontrés dans David Béliard et autres. C'est quand même la première fois, moi, en 40 ans de médias, que j'entends des politiciens dire « nous allons tout faire
pour compliquer la vie des Français. C'est une grande première quand même. Normalement, quand vous êtes dans la politique, c'est pour améliorer les choses, la vie, les côtés. Non, ils sont partis pour compliquer la vie des Français, donc avec un plan de circulation impossible. Et maintenant, le grand scandale, c'est quand même effectivement le stationnement. Quand on paye plus de 200 €, 200 € une journée de stationnement, vous vous rendez compte? 250 dans le centre de Paris. Mais oui, non mais on marche sur la tête. Mais je vous dis, même dans les pays scandinaves où la voiture est pas forcément la bienvenue, mais en tout cas, vous payez aller 40-50 €, c'est le maximum, et encore en parking souterrain, protégé et tout. Là, on atteint, c'est du délire total, c'est de l'exclusion totale. On y reviendra plus tard, parce que là, on a parlé des ZFE, mais maintenant, il y a un nouvel acronyme. Justement, j'y viens, les ZTL, parce que je pense que c'est peut-être un peu intéressant de comprendre la différence ZFE, ZTL, c'est un peu compliqué, un peu flou. Expliquez-nous. Moi, j'ai rien compris. Vous rendez compte, on est dedans, on n'a rien compris. C'est assez simple. Hein. On va prendre ce qui s'est fait de mieux ailleurs, voir ce qui a été abandonné ailleurs, comme à Berlin. Ça existe en Italie pour des raisons de Rome, même pas qu'à Rome, non, pour des raisons de centres historicaux. Les centros historicaux sont interdits à la circulation de véhicules hors riverains. Mais tout a été aménagé pour que les véhicules puissent stationner autour, et les véhicules qui vont dans des hôtels, qui peuvent prendre qui ont des explications, peuvent y accéder. Or, ça tape fort, hein, c'est 90 € à chaque fois qu'on passe et qu'on sort de la ZTL, donc c'est vraiment très dissuasif d'y aller. Sauf que à Paris, ça a été fait, on va le faire, hein. C'est fait. Comment ça c'est fait? C'est pas appliqué. C'est pas appliqué. Par exemple, quartier de l'Opéra, on n'est pas loin d'ici, il y a des panneaux, effectivement, ZTL, mais... Qu'est-ce qui change? Quelle est concrètement la différence entre les ZFE et les ZTL? ZTL, on n'a même pas le droit de les traverser si on vient trafic limité. Si on vient, ou totalement loufoque, ça dépend. On n'a pas le droit de les traverser ou si on n'a pas une bonne raison d'y aller, donc il faudra un ordre du médecin. Si on doit aller voir une attestation d'amis, de trucs. On réinvente l'auto-attestation. C'est comme le Covid, en fait, comme pendant le Covid. En fait, ça devait être mis en place, d'après ce qu'on avait compris, au 1er septembre de 2025, et ça a été reporté, et a priori, ça devrait entrer en vigueur début 2026, mais on n'a aucune... Il y a les élections municipales qui vont peut-être sonner un coup. Mais encore une fois, je pense c'est un sujet central autour de cette table que si ces mesures, le périph' à 50, la boîte de covoiturage, si vraiment ça avait un impact vraiment significatif sur la qualité de vie, la qualité, vraiment qu'on puisse la mesurer avec des organismes qui soient vraiment indépendants et pas financés à 80% par la mairie de Paris, etc., etc. Je crois qu'on dirait, écoutez, c'est un mal pour un bien, allons-y, parce que vraiment la qualité de vie, c'est bien, regardez, la pollution, c'est moitié moins, le bruit, regardez. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, on ne voit pas vraiment de changement, les temps de trajet sont rallongés, donc on pollue finalement un petit peu plus quand on est à l'arrêt, même si on a le start and stop, il y a de plus en plus de voitures hybrides, donc en fait c'est au moment où la voiture est presque la plus propre, la plus vertueuse, la plus silencieuse, qu'on va absolument la chasser. Sûrement qu'on a été un petit peu trop loin dans la voiture, dans les petites voitures diesel en ville, avec les gros pots d'échappement noir, ok, ça n'existe plus depuis longtemps ça. Donc voilà, c'est assez paradoxal. Il y a un côté un petit peu spirituel, là, on est contre la voiture, et puis ça va passer. C'est un dogme. Ouais, ça va passer, ça va revenir, parce que les centres-villes qui se vident à Paris. Moi, je suis avec une femme qui a vécu très longtemps à Saint-Germain. Elle n'a jamais vu des magasins libres. Là, il y en a plein. Vous avez des boutiques qui commandent. Donc voilà, c'est le centre-ville qui se vide. C'est pas un gars en vélo qui va faire ses courses. C'est pas vrai, quoi. Mais justement, on va revenir à tous ces commerçants. Ils sont tous désespérés. Mais on va revenir là-dessus parce que c'est un sujet très intéressant, les commerces de proximité, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui touche les grandes villes. Mais je vais revenir aux objectifs de ces ZTL et ces ZFE, compliqué à prononcer. Ils sont multiples. Tout d'abord, l'objectif, ce serait de réduire de 50% le trafic automobile dans le centre. Est-ce que c'est un objectif crédible ? Mais est-ce que c'est surtout un objectif utile ? Voilà. C'est la question qu'on peut se poser. Quelle est l'utilité de réduire un trafic de circulation, un trafic de véhicules ? La pollution, le bruit. Mais la pollution, une voiture aujourd'hui, elle émet 98 grammes de CO2 en moyenne en France. Il y a 20 ans, elle en émettait 125, quelque chose comme ça. Les pollutions, il n'y a plus de diesel, donc il y a moins de NOx. Excusez-moi, mais la réalité, c'est quand vous avez des députés, des écologistes qui prennent l'avion, parce que c'est tous les mêmes qui prennent l'avion pour un oui, pour un non, mais qui ne veulent pas toucher c'est un petit dogme économique, pas économique, mais moral, c'est que c'est facile de taper sur la voiture, c'est parce que c'est ce qu'on a sous les yeux immédiatement, mais qui remettent en aucun cas leur mode de vie.
Je veux dire, quand on a... ils sont tous, il suffit de regarder sur Instagram, ils sont tous à se pavaner en vacances à l'autre bout de la Terre. Et ça n'a pas l'air de les déranger beaucoup de prendre un avion pour aller en Corse, comme un sénateur ancien, un élu qui lui-même est communiste, ancien élu de la ville de Paris. Puisqu'on parle beaucoup de David Béliard. Non, c'est pas David Béliard. Alors là, non, mais depuis le début, on en parle beaucoup. Mais qui avait été très à cheval contre la voiture aussi. Un point qui revient souvent, donc l'enjeu écologique de ces mesures, notamment améliorer donc la qualité de l'air et la pollution sonore. Je vous propose d'écouter ce que dit David Béliard à ce sujet. Il est adjoint à la mairie de Paris, chargé de la transformation et de l'espace public, et surtout candidat écologiste pour les élections municipales de mars 2026. On l'écoute. Vous savez, on fait une politique qui n'est pas anti-voiture, on fait une politique où nous transformons nos usages pour justement répondre à des choses très simples. La santé, vous la laissez pas au bord du périphérique? Non, mais c'est l'air qu'on respire, c'est le bruit qu'on entend, c'est aussi les questions écologiques. Transformer nos usages pour sauver notre santé, en soi, ça peut s'entendre. Ouais, c'est des beaux mots. Moi, je me souviens de David Béliard, il y a 2 ans de ça. J'ai sorti dans un hebdomadaire du dimanche les chiffres du financement de le stationnement à Paris. C'est à peu près 400 millions d'euros de recettes pour le stationnement à Paris, un peu plus de 400 millions, qui se ventilent ainsi. 200 millions pour les gens qui payent et 200 millions pour les FPS, les forfaits post-stationnement, les amendes qui ont été rebaptisées. Et sur ces 200 millions, le quart revient aux sociétés qui gèrent les petites voitures. Sociétés qui avaient été condamnées, la première avait été condamnée, Indigo, qui avait été condamnée parce qu'elle avait fait des tas de fraudes réellement, qu'elle inventait des PV, qu'elle inventait des tas de trucs, qu'elle embauchait n'importe qui. Et après, il s'est passé une chose suivante, c'est que là, elle a dit non, on va sortir ces sociétés malveillantes. Elle a été revendue par une société amie. C'est une société qui a répondu à un nouvel appel d'offres, qui vient d'être rachetée par Indigo. Ça n'a pas ému M. Béliard. Et quand je lui ai demandé des explications, il m'a dit je vous réponds pas, je parle pas dans vos journaux, c'est inadmissible. Ok, bon, je lui ai dit écoutez, j'ai les chiffres. Oui, ok, je vous donne rendez-vous. Il n'est jamais venu au rendez-vous. Donc c'est quelqu'un qui refuse la réalité, qui refuse de confronter à un truc qui s'appelle la démocratie, qui est l'opposition à son idéologie, de dire oui, mais comment vous expliquez que vous avez organisé littéralement ce qu'on peut appeler le racket de l'automobiliste? Sylvain Reisser, le racket de l'automobiliste, c'est un mot fort. Sur le fond, on est tous d'accord pour diminuer la pollution, pour diminuer les nuisances, pour améliorer notre santé, sonores, être au calme, au vert. Pour qu'il y ait moins de voitures, on est tous d'accord. Mais le zéro voiture, est-ce que c'est possible? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est une utopie? Parce que c'est souhaitable, mais tout le monde ne peut pas faire du vélo et ne peut pas prendre les transports en commun. Vous prenez les seniors, il y a des gens, malheureusement, qui ne peuvent pas se déplacer autrement qu'en voiture. Donc, en soi, il y a des bus de proximité qui sont mais faits. les bus, aujourd'hui, vous prenez une personne âgée qui rentre dans un bus, les gens ne vont pas forcément se lever pour lui céder la place. Non, mais dans ce cas-là, ce que vous dénoncez depuis tout à l'heure, c'est un problème de société. Vous avez totalement raison, Sylvain. Donc, on peut pas... Est-ce que le zéro voiture est possible? Moi, sincèrement, je ne suis pas sûr. Et encore une fois, on est tous d'accord pour diminuer la pollution, pour diminuer la place de la voiture dans la ville. Mais je pense que toutes les mobilités sont complémentaires. Bien sûr. C'est-à-dire qu'un piéton, c'était peut-être 5 minutes avant quelqu'un en voiture ou quelqu'un à vélo, et donc il faut arrêter d'opposer les... C'est la logique, pour le coup, la mairie de Paris le dit un petit peu, ça. C'est-à-dire l'idée, c'est de prendre un métro, puis prendre un Vélib pour arriver à son lieu de travail. Le problème de la ville de Paris, c'est qu'elle a, en fait, elle a agressé tout le monde. Et tout le monde, finalement... il y a une espèce de mal-vivre ensemble, c'est-à-dire que le cycliste va insulter l'automobiliste, le piéton va insulter le cycliste ou l'automobiliste ou le type en trottinette. Enfin, c'est devenu, en fait, plus personne. Jungle. C'est devenu une jungle. Enfin, ils ont créé une jungle. Le problème aussi, c'est que la circulation, la mobilité, ça devrait être géré au niveau Île-de-France, pas au niveau de Paris. Quand vous imaginez un grand immeuble avec un locataire, un propriétaire qui aurait le plus grand appartement au milieu et qui ferait ce qu'il voudrait, de la batterie à minuit et tout, puis les autres, ils se débrouillent. Non mais c'est ça la réalité, c'est vraiment l'image. En fait, c'est une inégalité. Non, c'est pas une inégalité, c'est que ça doit se gérer au niveau Île-de-France. Quand vous voulez rentrer dans Paris, il faut pouvoir vivre, vous garer. Pouvoir rentrer. Oui, il faut pouvoir rentrer, circuler. Et c'est ça le problème. C'est déjà cette gestion qui est au niveau de Paris et les restes, je m'en fous. Et puis le faire, moi je me souviens aussi dans les premiers débats, il y a 8 ans que je faisais avec la mairie de Paris et leurs représentants, sans cibler quelqu'un en particulier, ils disaient on va proposer des solutions alternatives. Non, on va faire des pistes de vélo. Très bien les vélos, très bien, il en faut. Mais ce n'est pas à l'échelle de l'Île-de-France.
Donc c'est aussi un problème de gouvernance et malheureusement, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Vous parliez tout à l'heure d'un mal-vivre. Vous parliez justement tout à l'heure d'un mal-vivre ensemble. Je trouve l'expression intéressante. Est-ce que le vivre ensemble entre déjà les cyclistes et les automobilistes est possible? J'ai l'impression que ça pose quand même beaucoup de questions de sécurité notamment. Déjà les cyclistes, entre les cyclistes, ça pose des problèmes de sécurité. Si les cyclistes respectaient la réglementation, c'est-à-dire il y a quand même des feux en ville, donc déjà les respecter quand il faut les respecter, parce qu'aujourd'hui il y a des panneaux qui montrent que même si c'est rouge, ils ont le droit de tourner à droite ou ils ont le droit de continuer. Donc, en laissant passer les piétons aussi. Oui, voilà, exactement. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que le matin, quand vous voyez les gens aller accompagner leurs gamins à l'école avec leur vélo, les gamins, ils voient leur père ou leur mère griller le feu et on est en train de construire quelle société? C'est-à-dire que les gamins, demain, ils se diront... totale impunité, qu'on soit à vélo, en voiture, en scooter, quel que soit le mode de déplacement, finalement, il n'y aura plus de réglementation, on grillera les feux, ce sera... Surtout les pistes cyclables qui ont été aménagées. Elles ont été mal aménagées. Elles ont été mal aménagées, c'est un concours de laideur. Tous ces plots en plastique qui sont jaunes ou blancs ou qui sont défoncés par des voitures ou des camions et ne sont pas remplacés, c'est d'une infinie laideur et ça participe à l'enlaidissement global de la ville. La ville a été défigurée globalement. Je veux dire, à cause des vélos? Pas que. Non, pas de cette refonte de la circulation on a fait des couloirs à vélo avec des bordures, des trottoirs. On a construit souvent n'importe comment, parce que depuis 2020, c'est un peu depuis après le Covid finalement, que le vélo s'est accéléré dans la ville. On a fait des pistes cyclables, on les a cassées, on a reconstruit, on a recassé, on reconstruit. Donc c'est en permanence. Non seulement ça coûte cher, mais ça coûte une fortune et on ne sait pas d'où, comment. Vous allez dans le bois de Boulogne, ils ont fait une piste cyclable le long de la Seine, très belle piste cyclable. Il n'y a personne, quelle que soit l'heure de la journée. Vous empruntez cette voie. Parce qu'on n'a pas envie d'aller tout seul. Il n'y a personne. Non, mais il pourrait faire une efficience des pistes cyclables qui ont été faites et dire celle-là, elle ne sert à rien, on va plutôt reporter... On pourrait ça, mais c'est pas fait. Voilà, on en fait partout et on espère que ça va servir. Ok, c'est très bien le vélo. Franchement, nous, on est pour toutes les mobilités, on est tous d'accord ici. Mais voilà, si une piste cyclable ne sert à rien et que ça crée des embouteillages, on devrait pouvoir dire, écoutez, pour les 10 vélos qui passent dans la journée, on va leur proposer de passer ailleurs, sur une piste un peu plus sécurisée. Mais ça n'a pas été fait, c'est dogmatique, on en fait partout et on verra bien. C'est dommage. Dans l'idéologie du lait, prenons les Champs-Élysées de ce qui a été fait pour restreindre les circulations, aussi bien au rond-point Marcel Dassault avec toutes ces fontaines immondes et ces pistes cyclables très très laides. Mais si vous remontez les Champs-Élysées, ils veulent les travailler pour arriver. Mais vous arrivez à la place de l'Étoile, je l'ai prise avant-hier. En voiture? En voiture. Ils ont mis des espèces de plots immenses en béton pour réduire la largeur de la place de l'Étoile, pour empêcher la circulation de la place de l'Étoile. Ce qui, à mon avis, il faudrait demander ça aux militaires, mais ne doit pas favoriser les défilés du 14 juillet. Et qui enlaidissent la place de l'Étoile, mais une espèce de construction de laideur, mais d'une infinie laideur, tout en minimisant les réalités du danger. C'est-à-dire que cette place de l'Étoile, où on a quand même vu un type venir allumer sa cigarette, sur la tombe du soldat inconnu, on approche le 11 novembre. Une autre histoire qui avait eu un type, des gens qui étaient venus faire n'importe quoi sur la tombe du soldat inconnu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de répression obstinée de l'automobiliste vu comme un délinquant. Alors qu'il y a des vrais problèmes. Alors que les vrais problèmes sont... le vrai problème, c'est l'automobile, madame. C'est ce qu'on vous dira, c'est ce que vous dira la mairie de Paris. Le vrai problème, c'est, si vous voulez, c'est un peu comme si c'était la graine de toute l'horreur. C'était à Paris, c'était l'automobile. Et elle n'est vue que comme ça, et on la chasse, mais par contre, la mairie de Paris ne met pas de vidéosurveillance aux abords du Louvre, et Madame Hidalgo est absolument... on peut rouler sur les quais de Seine, visiblement en T-Max, ils n'ont pas été très bien suivis. On l'a pas tellement entendu, d'ailleurs, tellement entendu. Je veux dire, si vous voulez, elle est aux abonnés absents, là, elle doit rêver d'aller bosser pour le HCR, mais qu'elle y aille tout de suite. Mais alors, comment est-ce qu'on concilie le calme, la sécurité et le fait que ce soit quand même agréable de se promener dans une ville où il y a moins de voitures, avec la possibilité quand même d'utiliser sa voiture? Non, mais il aurait fallu faire un plan de déplacement, de prendre un plan,
de réfléchir et de se dire, effectivement, les gens qui viennent de banlieue dans Paris... Où est-ce qu'on les... Parce que c'est eux qui sont pénalisés, en fait. C'est les gens qui ne peuvent pas habiter dans Paris, qui sont obligés pour venir travailler, de venir dans la capitale. Comment on réforme tout ce système de déplacement? Mais là, ça a été fait, on a pris un petit bout dans un coin. On a pris juste Paris, puis après tac, et puis finalement, on se rend compte que ça ne va pas, donc on casse. C'est des plans hors sol, en fait. Non, mais ça a été fait... on a une ville qui est en perpétuels travaux, quoi, depuis 5 ans, c'est... on casse, on refait. Nous, ce qu'on demandait, mais ce qui n'est pas possible, hein, malheureusement, à Strasbourg, notre siège social est à Strasbourg, Mobilité Club France. Depuis 20-25 ans, ils ont cette politique, mais ça a été fait. D'abord, c'est pas dans les mêmes dimensions, vous le traversez à pied en 20 minutes, hein, Strasbourg, le centre. Donc rien de... Paris est la ville, la 5e ville la plus dense au monde, il ne faut pas l'oublier quand même, donc on ne peut pas comparer déjà. Mais il y a des parkings relais, vous vous garez à 4, vous avez 2 € pour toute la journée, circuler avec le transport en commun. C'est vrai, on prend le tram quand on arrive à la gare. C'est vraiment très très bien fait, donc il n'y a pas de souci, on peut marcher, mais c'est une ville qui n'a rien à voir avec Paris. Si on avait pu faire des parkings relais, on prend le RER ou le métro, on rentre à un tarif raisonnable, pourquoi pas? Oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'en fait, on nous dit qu'il faut moins prendre la voiture, etc. D'accord, mais en même temps, à côté de ça, le prix des passes Navigo augmente, le prix la qualité des services Vélib se détériore, c'est-à-dire que pour le même prix de l'abonnement le plus cher, on n'a plus de Vélib électrique. C'est un petit peu paradoxal, non, quand même? Il n'y a pas vraiment de solution alternative, il n'y en a même pas du tout, si on vient d'un petit peu plus loin que la toute proche banlieue. Oui, pas encore, là, vous abordez la question du Vélib. Il se trouve que moi, j'étais un ardent fan du Vélib depuis qu'il a été lancé, il y a plus de 15 ans, peut-être 20 ans maintenant, je ne sais plus quand est-ce qu'il a été lancé. Et j'ai vu la dégradation du système, et puis maintenant, les stations sont à l'abandon, elles sont pleines, elles ne sont pas vidées, il y a les voitures qui... Oui, il y en a beaucoup qui sont vides quand même. Non, mais oui, il y en a beaucoup qui sont vides, mais elles ne sont pas vidées. C'est-à-dire que quand elles sont remplies, avant, il y avait des camionnettes, les mecs, il y avait du personnel qui venait, qui les vidait, qui les transférait à d'autres stations, c'était assez bien organisé. Là, Madame Hidalgo a donné ça à une start-up, comme elle dit, qui est adossée à un grand groupe, Smovengo, je crois, et ça a été une fumisterie terrible, le service est incompétent. Et en plus, toute la... Pourtant, vous êtes un défenseur parce que vous l'utilisiez. Ah oui, j'étais un défenseur. Mais là, l'autre jour, je les ai appelés, j'étais fou de rage parce que les stations étaient toutes vides. On me disait, vous avez une station à 3 minutes en vélo. Je fais 3 minutes en vélo, c'est 10 minutes en voiture, 10 minutes à pied. Donc, c'est quand même pas très bien. Ah oui, c'est pas notre problème. Et évidemment, le call center se trouve où? Il se trouve en Afrique. C'est la station d'après. La politique d'Anne Hidalgo, c'est l'exploitation de la misère de tout le monde, en fait. Sylvain Reisser, je compte sur vous pour la fin. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot d'espoir, peut-être, pour les voitures ou pour le bien vivre ensemble? À la faveur d'un changement de maire et de municipalité, peut-être que les prochains vont revenir à la raison et peut-être améliorer ce qu'il faut améliorer, arrêter ce qu'il faut arrêter et qu'on reparte du bon pied. Et que tout le monde ait le sourire et que les gens arrêtent de s'agresser entre eux. Vous savez, on dit qu'il y a 30% de Parisiens qui ont une voiture, qui passent d'une voiture, sans compter ceux qui rentrent. 30%, ça fait près de 300 000, 400 000 voitures. 1,8 million, 10%. Ça se respecte ça quand même, des gens qui ont besoin de la voiture et qui en ont une. L'autre jour, dernière anecdote, espérons, parce que quand même, tout ça participe de la crispation générale des gens, et quand on est dans les bouchons, on s'énerve, et puis on n'est pas bien, et les gens qui en ont marre de Paris, ils en ont marre aussi d'être dans les bouchons en permanence. Mais l'autre jour, je me garais et je croise des gens, rue Émile Zola, l'avenue Émile Zola, qui est dans un état déplorable, et la place Alfred Dreyfus, encore pire. Et je crois des gens qui arrivaient de Bretagne et qui me disent, mais le stationnement, c'est ce prix-là réellement? Il n'y a pas une erreur? Non, il n'y a pas d'erreur, madame. Bien. Je voulais finir sur une note d'espoir, mais je crois que ça va être compliqué. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus en plateau pour nous parler de ce sujet. Et on passe tout de suite à la partie culture. Pour la première fois de leur histoire, les sapeurs-pompiers de Paris participent à une saison complète du cirque d'hiver Bouglione. Benjamin Guy, vous êtes adjudant-chef responsable de la section gymnastique des pompiers de Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors cette alliance, c'est une grande première. Jusqu'à présent, la section gymnastique faisait des démonstrations ponctuelles. Est-ce qu'on peut revenir un peu juste sur ce qu'est cette section ? Alors oui, déjà merci de nous inviter. Avec plaisir. La section de gymnastique des sapeurs-pompiers de Paris, c'est un outil de rayonnement et de communication, au même titre que notre musique, très prestigieuse, et notre musée. Et notre travail, c'est de mettre en scène artistiquement le métier de sapeur-pompier de Paris. D'accord, mais initialement, votre formation, c'est celle des sapeurs-pompiers de Paris comme tous les autres ? Alors oui, chaque gymnaste qui fait partie de cette équipe est un pompier opérationnel. D'accord. Son temps d'activité est divisé, 2 tiers de son activité est dans les camions rouges
D'accord. et un tiers pour le rayonnement et la communication de la brigade de sapeurs-pompiers. Donc vous restez quand même un peu nos héros du quotidien. On peut quand même vous croiser si, par malheur, il nous arrive quelque chose. Alors vous pouvez nous croiser tout à fait sur intervention, mais le but étant de réduire un maximum ce nombre d'interventions. Évidemment. Donc là, 75 représentations dans un cadre artistique, en fait, c'est pas si nouveau pour vous. Vous avez quand même l'habitude, ou à aussi grande échelle, si je peux me permettre son jeu de mots, c'est quand même assez énorme pour vous. Alors oui, c'est énorme, c'est même près de 200 représentations, c'est 80 jours de prestations, mais 200 représentations. Et on a l'habitude, en effet, de travailler artistiquement. On a fait notamment les cérémonies olympiques, sous la direction de M. Thomas Joly et de Mme Maud Le Pladec. C'était une fierté, j'imagine, C'était une grande fierté, même si la diffusion a été un peu galvaudée par la météo, mais je crois que ça, c'était de manière générale. On a également participé au Festival international du cirque de Monte-Carlo, où est née notre collaboration avec la famille Bouglione. Mais alors justement, je reviens à cette collaboration avec la famille Bouglione. Qu'est-ce qui fait que les sapeurs-pompiers se retrouvent avec un cirque? C'est vrai que c'est deux univers qu'on n'imagine pas forcément se marier. Alors oui, mais au final, on retrouve beaucoup de qualités communes, la rigueur dans le travail, il y a beaucoup de professionnalisme et on voit comment fonctionne la famille Bouglione. C'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Alors comment elle fonctionne, cette famille Bouglione? Alors déjà, elle est bienveillante. Et alors nous, si sur le papier, notre travail artistique, ce n'est pas notre mission première, Bien sûr. Ils nous accompagnent de manière bienveillante et ça, c'est très agréable. Toutes les générations de la famille nous accompagnent et c'est une belle collaboration. Donc on retrouve vraiment dans les arts du cirque et le métier de sapeur-pompier pas mal de similitudes. Il va falloir qu'on travaille en groupe. Chez nous, le binomage est très important. Il va falloir qu'on travaille la répétition des mouvements pour que sur intervention, il y ait des automatismes et qu'en pleine nuit, sur un incendie, on puisse arriver à reproduire exactement ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Donc un petit peu comme un artiste de cirque, on travaille dans le même sens. Et alors justement, pendant que vous êtes sur ce spectacle, comment est-ce que vous conciliez ça avec votre rôle, vous le disiez tout à l'heure, premier d'aide à la personne et de sauvetage? Alors la particularité, c'est que pour pouvoir assurer cette saison, il a fallu qu'on s'adapte, on a trouvé un consensus. D'habitude, on travaille à 30. Là, il y a seulement 5 gymnastes des pompiers de Paris qui participent au spectacle chaque jour de représentation. Donc ils tournent? Ils tournent. D'accord. Donc là, c'est mon travail d'arriver à faire en sorte que le spectacle soit toujours le même. C'est la vraie complexité. Et on fait une rotation. Donc quand ils ne sont pas de garde au cirque, ils sont de garde à la caserne ou en journée de repos, bien entendu. Oui, parce qu'il faut quand même qu'ils puissent se ménager, évidemment. Et on est accompagné du coup de 4 acrobates qui complètent le tableau pour en faire le tableau le plus réussi possible. Et alors, comment vous avez préparé ce spectacle et comment vous vous entraînez au quotidien? Parce que vous le disiez, c'est à la fois votre métier premier et à la fois un travail artistique. Tout à fait. Alors, on s'entraîne à la caserne. On a fait 10 jours de création où on a utilisé, alors on avait une ligne directrice, on voulait vraiment représenter une intervention de pompier. D'accord. On voulait, comme dans les yeux d'un enfant, montrer une intervention des pompiers de Paris. Et donc, on a créé avec du matériel opérationnel. C'est du vrai matériel qu'on trouve dans le spectacle? Du vrai matériel. Et c'est marrant parce qu'en arrivant ici, vous êtes rue de Provence. Oui. Et pour nous, c'est une adresse qui est mythique puisqu'il y a 20 ans, on a eu un incendie particulièrement meurtrier. On a réalisé près de 58 sauvetages sur cet incendie. Et le matériel qui avait été utilisé à l'époque, c'est exactement le même matériel qu'on utilise sur la piste aux étoiles. Donc on est vraiment dans la volonté de représenter les pompiers de Paris. Et donc c'est intéressant parce qu'en fait ça permet d'élargir votre public et de faire connaître votre métier et ce qui en fait ses spécificités dans un cadre artistique à un public extrêmement large et varié. J'imagine qu'il y a des enfants, des familles, des personnes plus âgées, il y a de tout. Tout à fait. Notre but, c'est de créer des vocations, peut-être, et de faire la promotion des pompiers de Paris. Et je crois que les enfants, ils sont sensibles, mais on invite aussi toutes les générations, parce que ce spectacle, au-delà des pompiers de Paris, est vraiment un spectacle magnifique. Et il est dans un écrin, le cirque d'hiver est magnifique. Oui, c'est un lieu qui est quand même exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel. Nos histoires sont liées, puisque les pompiers de Paris ont été créés
en 1811 et si je ne dis pas de bêtises, le cirque d'hiver en 1850. Donc on est sur quand même des époques proches. Ça fait encore une fois un des liens communs avec les pompiers de Paris. Et alors le thème du spectacle, si j'ai bien regardé, c'est tempo. Comment ça se matérialise concrètement? Comment vous travaillez sur ce thème tempo? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qui signifie ce thème? Eh ben, tempo, ça veut tout dire. Hein. C'est très, très, très rythmé, sous la direction notamment du chef d'orchestre Pierre Pichot. La musique en live, c'est quelque chose qui apporte une réelle plus-value à ce spectacle. La direction artistique de Joseph Bouglione a été conçue en ce sens et ça n'arrête jamais. On est dans l'émotion, on est il y a des numéros qui mettent les frissons, il y a des numéros qui font peur. Mais les enfants peuvent quand même le regarder. Les enfants peuvent le regarder, bien entendu. On est entre la tradition du cirque, mais aussi beaucoup de modernité, et notamment avec ce lieu et toute la technique qui va avec. Donc c'est à la fois la tradition alliée avec la modernité. Voilà, c'est ça. Tout ça dans la rigueur. Dans la rigueur du travail du cirque, du travail des militaires également, puisque... Oui, parce que ça, on l'oublie trop souvent peut-être, mais vous êtes militaire, vous avez le statut de militaire. Tout à fait. Nous sommes la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de l'armée de terre. Et nous avons la particularité d'avoir la tutelle du préfet de police de Paris. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est commandée par un général de division. Et alors sur scène, vous n'êtes pas simplement des invités d'honneur, en fait vous faites partie intégralement du spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce spectacle? Est-ce que c'est une histoire continue et vous arrivez en chef-d'œuvre final? Comment ça se passe? Alors on a été placé à la fin du spectacle parce que je crois qu'un numéro de groupe très dynamique permet de clôturer le spectacle. Et le but, c'était vraiment de finir en apothéose. C'est presque un feu d'artifice. Il y a de nombreux agrès. On établit notre matériel au cours du numéro. On voit arriver un pompier sur une perche de feu perché à 20 mètres de haut. Donc voilà, je pense que c'était pour clôturer le spectacle quelque chose de très dynamique et qui convenait parfaitement à ce spectacle. Donc en fait, ce spectacle, c'est à la fois une représentation de ce que vous faites au quotidien et à la fois un entraînement, parce qu'en fait, ce que vous faites dans ce spectacle, c'est un peu ce que vous faites pendant les entraînements, si j'ai bien compris. Oui, on pourrait, mais l'entraînement, il se fait avant pour nous. Bien sûr. Parce que certains de mes gymnastes intègrent le spectacle sans être jamais montés sur la piste aux étoiles. Donc il faut qu'à la caserne, on s'entraîne énormément. Et comment vous faites si ce n'est pas les mêmes lieux? Ça semble très compliqué. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on vit sur intervention. Hein. On s'entraîne dans nos casernes à toutes les éventualités, à tous les risques qu'il peut y avoir. Quand on arrive sur intervention, eh bien, on découvre les lieux et on doit s'adapter. C'est impressionnant. Donc en fait, il y a une part de découverte quand vous faites le spectacle. Tout à fait. Et c'est pas trop stressant? C'est très stressant, ça l'est pour les gymnastes, ça l'est pour nous les cadres qui les dirigeons, mais il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup de travail et on les sent très enthousiastes. Ils sont fiers de participer à ce spectacle, j'imagine. Clairement, ils sont fiers de participer à ce spectacle et je pense qu'il y aura un avant et un après, parce qu'on acquiert des compétences artistiques au-delà de ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, votre unité en fait, participe à beaucoup de spectacles. Il y a celui-ci, mais en fait, elle a l'habitude, elle en fait d'autres, c'est ça? Oui, on a même un spectacle de 2 heures qui tourne. Uniquement avec vous? Uniquement avec nous. On chante, on danse, on travaille avec notre musique, on travaille avec nos costumes d'intervention, mais pas que. On fait des tableaux en bleu, blanc, rouge. Donc, on a l'habitude, mais là, c'est particulier quand même. Ça fait rayonner en fait le savoir-faire français. Tout à fait. Donc c'est une grande fierté. Tout à fait. J'espère qu'on représente la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, mais pas que, également les militaires français. Alors on a l'habitude de comparer un petit peu ce qu'on fait, alors sans être des pilotes de chasse, mais à ce que fait la patrouille de France pour l'armée de l'air. D'accord. Mais alors les pompiers, habituellement, vous êtes dans une tenue stricte, un uniforme, et c'est normal, vous êtes militaire. Mais alors comment est-ce qu'on concilie ça avec l'univers du cirque, où en général les tenues ne sont pas forcément très strictes, pardon. Comment est-ce qu'on peut faire ce spectacle sans perdre en crédibilité? Eh bien, on a tout simplement utilisé nos tenues d'intervention. Et c'est pratique? C'est pas pratique, c'est assez particulier, mais ça se fait. Et puis on a également des tenues de gymnastique qui sont à l'effigie des pompiers de Paris.
D'accord. Donc on allie tout ça pour que ça soit le plus beau possible et que j'espère que ça plaît au public. Donc vous avez quand même un costume qui a été créé pour le spectacle finalement. Non, alors le costume qu'on a, on l'utilise déjà dans nos prestations habituellement. D'accord. Et puis il ressemble après, à quoi ce costume? Il est comment? C'est une tenue de gymnastique, Ok. assez basique si on peut dire, mais on joue avec les couleurs de la France et les couleurs de notre institution. Et puis, bien entendu, que notre arrivée avec notre casque, la visière baissée, la lampe de casque allumée, nous met dans l'ambiance. Et puis, pour le public, pour les enfants, c'est quand même quelque chose. Quand vous êtes sur scène, vous avez l'impression d'être en intervention? Vous pensez qu'ils sont dans le même état d'esprit? Clairement, oui. Et puis, il y a de la fumée, il y a des flammes. Donc, les gens peuvent avoir peur qu'il y ait un vrai incendie sur scène, en fait, finalement. Je pense qu'ils comprennent l'esprit, mais oui, le but, c'est presque qu'ils soient au milieu d'une intervention. D'accord. Eh bien, alors, un dernier mot pour motiver nos téléspectateurs à y aller. En 3 mots, comment vous résumeriez ce spectacle? Eh bien, alors en 3 mots, c'est compliqué, mais allez, 4 ou 5. Venez voir ce spectacle parce que vraiment, moi, quand j'ai vu la première fois le spectacle, après avoir monté le numéro, je me suis dit, mais waouh, il faut absolument que je fasse venir toute ma famille. Ça va dans tous les sens. Il y a des numéros avec énormément d'émotions. Il y a beaucoup de techniques qui permettent de mettre en lumière cette magnifique salle. Et puis, il y a une vraie plus-value d'avoir de la musique en live. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Donc, vraiment, venez voir Tempo. Ça tourne encore pendant 5 mois. Il ne faut pas hésiter une seconde. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin Guy, d'être avec nous pour nous parler de ce spectacle au Cirque Bouglione, le spectacle Tempo, incluant la participation donc de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui se déroule du 11 octobre 2025 au 8 mars 2026. On passe tout de suite à la chronique Histoire. Jacques-Louis David, un artiste révolutionnaire et maître de la peinture et de la communication, est actuellement mis à l'honneur dans une exposition exceptionnelle au Musée du Louvre et dans le dernier numéro du Figaro hors série. Il est également le sujet d'un de vos livres, Jacques-Louis David, l'empereur des peintres aux éditions Passé Composé. David Chantrane, vous en êtes l'auteur. Merci beaucoup d'être avec nous. Ma première question, Jacques-Louis David était autant peintre que révolutionnaire. Et comme politique, il mêlait tout ça? Il a surtout mis un peu de côté son caractère artistique au moment de la Révolution. C'est vrai qu'on connaît de lui, en particulier pendant cette période-là, le fameux serment du jeu de paume. Mais comme la Révolution allait très vite, d'une certaine manière, il a écarté le sujet assez rapidement parce que des gens comme Mirabeau, Barnave étaient considérés comme trop modérés. Donc d'une certaine manière, il était plus d'actualité de présenter une scène et un événement comme celui-ci, alors que la Révolution était en train de se conduire en direction de la terreur. Donc il a composé des choses, et en particulier sur la Révolution, c'est vrai que sa fameuse trilogie des martyrs, que ce soit Le Pelletier de Saint-Fargeau, Marat, que tout le monde connaît, Bien Marat sûr. dans sa baignoire, et c'est vraiment un des éléments importants de cette exposition du musée du Louvre, c'est qu'on a le Marat original de David et 2 copies par ses élèves qui montrent aussi le caractère important, sorte de, de presque de Christ en croix qui est descendu de sa croix, et une sorte de piéta moderne avec ce Marat dans sa baignoire. Et puis de l'autre, le dernier, c'est un jeune Barras, qui est une scène totalement étonnante. Donc David, il est à la fois engagé, effectivement, artiste, mais ça n'est plus l'artiste des premiers temps de l'Ancien Régime, c'est un artiste qui est vraiment important dans ce caractère-là, et surtout, il va devenir député, et en 1794, il préside même la Convention nationale. Donc c'est un député actif. Très actif. Il a des diatribes importantes à la tribune. On a des restes de tous ces discours. Oui, alors tous ces discours ont été repris, et j'en prends une anthologie dans le livre, qui montre aussi que c'était un tribun très important, même s'il avait des petits problèmes d'élocution. C'est quelqu'un qui a été très engagé, en particulier dans la formation, et puis surtout son domaine artistique. Donc très engagé, et pendant 3 semaines, il a présidé quasiment la France. C'était notre président de la République de l'époque. Donc il a envoyé... C'était une période terrible. Il a envoyé notamment à l'échafaud près de 300 personnes. Donc même des gens qu'il avait engagés ou qu'il avait soutenus, comme par exemple les frères Truden, comme par exemple aussi, alors c'est ça qui est assez incroyable, il a signé l'arrêt de mort du premier mari de Joséphine. Ah oui. La future épouse de Napoléon, donc le vicomte de Bornay, qui va s'en souvenir, et ça va être un problème entre eux, mais d'une certaine manière, tout le monde avait été impliqué par la Révolution, à commencer par Bonaparte, donc David va pouvoir se faire une certaine virginité politique. Ah, on va garder un petit peu suspense sur sa relation avec Bonaparte, mais j'aimerais comprendre, parce que David, parce que la Révolution, on a la Révolution un peu de 1789, puis on a 1793, on n'est pas sur la même ambiance. Il y en a 2. Il y en a clairement 2. De quelle révolution était-il? Il était plutôt de la dernière.
Donc la terreur. La terreur. Parce que dès 1789, alors qu'il y a une certaine modération et il y a une tentative de monarchie constitutionnelle, David, dès la fin de cette année 1789, dit en substance que Marie-Antoinette est une charogne et qu'il faudrait qu'on s'en débarrasse. Ambiance. Ah oui, ambiance terrible. Ce qui explique également que ce soit lui, parce qu'il fait partie du comité de sûreté générale, et ensuite, il travaille bien sûr avec le comité de salut public, que ce soit lui qui, finalement, lance l'enquête et l'inquisition, finalement, parce que c'est une véritable inquisition contre tous les personnages importants, et c'est lui qui mène l'enquête en particulier, qui va extraire et soutirer les aveux du jeune dauphin contre sa mère, en l'accusant d'inceste. On peut rappeler l'âge du jeune dauphin à l'époque? Il est très jeune, et donc quand on voit qu'il est à peine possible de savoir exactement ce qui s'est passé précédemment et qu'on lui soutire des aveux d'inceste, c'est terrible. C'est de la manipulation. Surtout, oui, complètement, et surtout de la part d'un homme qui était quand même père de 2 fils et de 2 filles, ce qui explique d'ailleurs que sa propre femme, Charlotte, va prendre ses filles sous le bras et va demander le divorce en disant mais il est devenu totalement fou. Donc, un des acquis de la Révolution qui lui a profité finalement. Dont elle va profiter, et lui devient tellement radical que même parfois Robespierre lui dit oh, calme-toi, on n'en est pas à ce niveau-là. Ah oui, pour être calmé par Robespierre, il faut le faire quand même. Et alors, qu'est-ce que ça dit de lui? En fait, c'est un homme donc cruel, sans cœur. C'est un homme qui est parti dans une dérive, c'est-à-dire qu'au départ, son vrai cheval de bataille, en tant qu'artiste, c'était de combattre l'Académie. C'est étonnant parce qu'aujourd'hui, on le considère comme néoclassique, très, très organisé, très académique. Alors, le terme néoclassique est un petit peu discuté, on en a discuté précédemment. Un peu galvaudé parce que, d'une certaine manière, on le voit, nous, avec nos yeux contemporains, à son époque, par ses fonds très à la truelle, très sfumato, etc. Il tend davantage vers à la fois le XVIIe siècle avec des Guido Reni d'un côté, et de l'autre, il annonce déjà des Renoir ou d'autres artistes qui n'étaient pas du tout néoclassiques. Donc, c'est vrai que David, il est un peu à la croisée des chemins. Il est hybride. Il est hybride, et c'est vrai que la Révolution va lui permettre d'engager son discours anti-société, anti-étatisme, parce qu'il a défendu justement le caractère de l'artiste libre. Qu'il se défend d'ailleurs à différentes reprises d'être académique, et bien justement, il confond l'académie avec le pouvoir royaliste. Et donc, d'une certaine manière, c'est la voie tracée pour cette révolution dont il est d'un des plus grands ardents défenseurs. Oui, parce que Jacques-Louis David, c'est donc le sujet du dernier numéro du Figaro hors série. Et dedans, il y a un éditorial qui porte bien son nom, David, peintre de la terreur. Moi, la question que je me pose quand même, il a soutenu Robespierre. Vous venez de nous dire qu'il était plus radical que Robespierre. Oui. Il a réussi à s'en sortir. Comment est-ce possible? Parce qu'en réalité, à la chute de l'incorruptible, alors qu'il avait déjà annoncé 2 jours avant, toi, l'incorruptible, je te suivrai en buvant la ciguë. Ça rappelle un peu le geste de Socrate, d'ailleurs qui est peint et qui est dans l'exposition. Et c'est assez étonnant parce que justement, parce que la chute de Robespierre engage un certain nombre de personnes, tout le monde se tient un peu. On va dire, aujourd'hui, on dit, ils ont des dossiers les uns contre les autres. Ça va le servir, il va se défendre ardemment, il va surtout bénéficier du soutien non seulement de très bons avocats et surtout de sa femme, qu'il rejoint à ce moment-là. Et sa femme est revenue. Elle revient à ce moment-là en disant ouais, peut-être que là, il a peut-être compris la leçon. Ce qui va être d'ailleurs le cas, puisqu'il va y épouser Charlotte en 1796, lorsque tout ça sera terminé. Après avoir divorcé. Après avoir divorcé, il se remarie. Et donc, d'une certaine manière, en étant défendu de cette manière, eh bien, au moment du directoire, David reprend ses pinceaux. Il se réengage dans une grande toile que tout le monde connaît, qui est l'enlèvement des Sabines, et qui montre l'unité nationale. Il savait ce qu'il voulait aussi. C'est un symbole entre les Sabins et les Romains. Entre les Sabins et les Romains, d'une certaine manière, David était tout à fait conscient du symbole que représentait ce tableau. Et d'une certaine manière, c'était une sorte aussi de manifeste que lui entendait montrer pour essayer de faire un peu table rase de son propre passé. Table rase ou de se sauver, parce que j'imagine qu'il ne s'est pas fait que des amis. Il devait avoir beaucoup d'ennemis, non, à l'époque? Il avait énormément d'ennemis. Personne n'a essayé de l'assassiner? Eh bien non, parce qu'on se dit... Bon, allez, c'est un artiste. Il reste quand même, voilà, il reste pratique. C'est assez commode. Il va se cacher un peu derrière sa palette. Et puis arrive effectivement un moment important dans sa vie, alors qu'il s'était quand même entiché de Robespierre avec toute la rigueur et tout le radicalisme de cette opération. Arrive Bonaparte et il le dit à ses élèves mes amis, qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est pur, comme l'antique. Mes amis, j'ai trouvé mon héros. Mais alors, qu'est-ce qui lui plaît chez Bonaparte? Comment il se rend compte? Parce que Bonaparte, en plus, lui, il prend quelques acquis de la Révolution, mais plutôt du début, plutôt 1789. Ils se sont connus aussi, enfin, du moins pas directement, mais ils se sont connus parce que c'était les mêmes cercles.
D'accord. Bonaparte était très proche d'Augustin de Robespierre, D'accord. donc le frère de l'incorruptible. Et donc, d'une certaine manière, ils avaient tout intérêt, et l'un et l'autre, alors qu'ils ont 21 ans d'écart, tout intérêt à mettre leurs pas dans la même direction, ce qui va être le cas. David va en Italie voir les premiers exploits du jeune général corse, invité d'ailleurs par un de ses élèves d'atelier qui était Gros. Et Gros lui dit « Oh, j'ai rencontré un personnage incroyable ». Donc la première rencontre n'est pas forcément porteuse de grands espoirs, mais en revanche, lorsque l'armée d'Italie rentre Il y en a en un France, tableau d'ailleurs. Exactement. C'est David qui va peindre le fameux visage, effectivement. Gros, lui, c'est le passage du pont d'Arcole. Bien sûr, avec les références à Hannibal. Hannibal, en dessous, avec tout ça. Alors, évidemment. ça, c'est le passage du Grand Saint-Bernard, c'est après, c'est 1800. C'est après, d'accord. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que la rencontre va donner lieu, effectivement, à un grand nombre de toiles. Vous avez raison. Le portrait inachevé, qui va d'ailleurs illustrer nos billets de banque de 100 francs pendant longtemps. Bien sûr. Et puis ensuite, effectivement, ce passage du Grand Saint-Bernard, toute la série des tableaux autour du sacre et du couronnement, avec les 4 tableaux originaux, il n'y en aura que 2 de réalisés. Mais Napoléon, finalement, trouve en David le peintre de tous ses exploits. Il est une sorte de appel du temps d'Alexandre. Exactement, David trouve une muse en Bonaparte. Et de l'autre côté, parce qu'ils ont 21 ans d'écart, l'expérience de David va servir énormément à Napoléon parce qu'il sait qu'il va traduire par la toile le talent de ses exploits lui-même. Donc il a trouvé vraiment aussi son interprète et puis effectivement une partie de son communicant, parce que c'est un peu ça aussi. La toile permettait aussi cela en une époque où il n'y a pas ni de réseaux sociaux, ni d'images autres. C'est un communicant. C'est un communicant hors du commun. Et est-ce que l'estime entre Bonaparte et lui était réciproque? Ça l'a été très longtemps. Il y a eu des petits moments difficiles. Parce que David outrepasse peut-être aussi son rôle. Il va être nommé d'ailleurs en décembre 1804 premier peintre de l'empereur. Et puis, donc lui qui ne voulait pas être trop académique, il se met dans les chaussons de la... Voilà. Il s'embourgeoise en fait. Il s'embourgeoise complètement. Et finalement, il oublie ses accents de jeunesse en se disant, finalement, l'Empire, c'est pas mal. Il se rêve l'égal d'un Lebrun du temps de Louis XIV. Il croit qu'il va diriger tout ça, mais entre les deux hommes... Il y a un autre personnage que tout le monde connaît, qui est Dominique Vivant-Denon. Denon, le premier directeur du Louvre, et qui dirige tellement de choses autour, qui est une sorte de ministre de la Culture avant l'heure. Donc entre les deux hommes, il y a une sorte de tampon. Et Denon va servir à la fois les intérêts de Napoléon, et va aussi quand même sublimer le talent de David, mais en évitant qu'il y ait des problèmes entre les deux hommes. Ce qui explique d'ailleurs que Denon va refuser... par l'intermédiaire forcément aussi de Napoléon qui lui donne les éléments, mais va refuser un des portraits. Donc David va être un peu fâché. Il va faire cette grande composition qu'on connaît du sacre, et puis ensuite la distribution des aigles, c'est-à-dire la distribution des drapeaux aux armées. Et il va revenir à un portrait que tout le monde connaît aussi, qui est le fameux Napoléon dans son cabinet de travail, mais qui est destiné à un lord écossais. D'accord. Ce qui est très surprenant, c'est que Napoléon, apprenant la chose, dit « mais moi je voudrais bien un portrait comme ça ». Donc il voit le portrait original, il dit « mais c'est mon premier peintre, eh bien demandez-lui une réplique ». Et c'est cette fameuse réplique qui se trouve à Fontainebleau. Donc l'empereur a eu la réplique. Il a eu la réplique. L'original est parti en Écosse. Et aujourd'hui, elle est conservée à Washington. Donc les Américains ont la version originale et nous, on a la réplique. Mais qui est pas mal. Quand même. Qui est pas mal, oui, on s'en très contente quand même. Est-ce qu'on peut dire en fait que c'est un peu le Talleyrand de la peinture? C'est-à-dire qu'il survit à tous les régimes, on ne sait pas comment. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. Ah. On aurait pu le sous-titrer le Talleyrand de la peinture. Je vous le laisse, je vous l'offre si vous voulez faire un livre. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais l'empereur des peintres permettait de montrer aussi qu'au-delà de tout ça, il y a aussi un artiste important en tant que maître de peinture. C'est-à-dire qu'il va engager auprès de lui et conseiller près de 600 élèves, parmi lesquels un certain nombre de femmes, ce qui était très rare à l'époque. Imaginez peindre devant des académies d'hommes nus. Bon, il a trouvé des subterfuges. Mauvais genre. Alors on peignait devant des sculptures. Voilà, l'honneur était sauf, ou du moins la morale pour l'époque. Mais David va donner vraiment naissance à différents courants de peinture. D'un côté, les Ingres, de l'autre côté, les Géricault et les Girodet, qui vont donner naissance plutôt à une certaine forme de pré-romantisme, et de l'autre, très grand académisme qui donnera ensuite les pompiers. Donc voilà, ces deux courants de peinture, de pinceaux vraiment appliqués, c'est David qui va les inciter, et d'une certaine manière, alors qu'à la fin, on pourra dire que, notamment Delacroix dira « Ah non, surtout, il faut s'écarter de cette peinture qui est affreuse ». Mais quand on regarde bien, quand on voit ce que David avait fait avec ses pinceaux, notamment dans la peinture et de la couleur, eh bien, il y a une sorte de Caravage à la française. Qui est sa grande inspiration. Qui est de sa grande inspiration, et que finalement, Delacroix ne va pas finalement tout à fait écarter. Donc, il faut voir un peu que cette postérité, elle n'est pas tout à fait exactement comme Delacroix l'avait envisagé.
On garde un peu de suspense et je vous propose de découvrir beaucoup plus grâce à ce livre et au Figaro hors série. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Jacques-Louis David. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt sur la chaîne du Figaro TV.